Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Réglementation, la réglementation municipale, levier incontournable de la transition écologique. Webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la démarche stationnement éco-responsable, coordonnée par les conseils régionaux de l'environnement de Montréal, de Laval, de la Montérégie, du centre du Québec et de la capitale nationale, et qui bénéficie d'une aide financière tirée du programme Action Climat Québec du gouvernement du Québec et qui s'inscrit et rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Je me présente, je m'appelle Romain Coste et je suis coordonnateur transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on est une instance régionale en environnement. Donc, on œuvre dans la protection de l'environnement, promotion du développement durable sur l'île de Montréal, mais aussi de façon un peu plus large parfois sur tout le domaine de la CMM. Et donc, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous parler de réglementation municipale. Donc, pour débuter, une petite introduction, pourquoi justement aujourd'hui on a souhaité vous parler de réglementation municipale. Tout part avec la démarche stationnement éco-responsable qu'on mène donc les 5 CRE en commun sur nos 5 régions. Et donc, depuis 5 ans à Montréal et depuis l'année passée dans les régions de Laval, Montérégie, Centre du Québec et Capitale nationale, donc on a mis en place la démarche stationnement éco-responsable qui vise à accompagner les propriétaires de stationnement, les promoteurs immobiliers, les firmes d'aménagement et les municipalités dans la gestion et l'aménagement éco-responsable des aires de stationnement. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la démarche, vous pouvez visiter stationnement-éco-responsable.com. Et donc, dans nos dernières années de travail sur le stationnement avec les différents acteurs et actrices du stationnement, il s'est avéré que la réglementation municipale est vraiment ressortie comme un élément qui était encore un frein à l'amélioration des aires de stationnement et de la gestion de l'aménagement de façon générale du stationnement. Donc, ça va être le sujet de notre webinaire aujourd'hui qui vise plus particulièrement les municipalités et donc toutes les personnes, que ce soit fonctionnaires ou élus municipaux, qui travaillent ou vont adopter ces réglementations municipales. Donc, les objectifs du webinaire, donc, comme je le disais, les constats qui ont été faits, c'est qu'actuellement, les réglementations municipales qui sont en vigueur dans la plupart des municipalités du Québec servent très peu de leviers pour gérer et aménager autrement le stationnement. Souvent, on a peu de réglementations qui vont nous aider à améliorer, par exemple, l'intégration du stationnement ou gérer mieux l'offre en stationnement. Et souvent aussi, quand on a ce genre de réglementation, ben, parfois elles sont pas tout à fait adaptées ou pas tout à fait complètes pour parvenir à nos objectifs, pardon. Et quand on parle aussi de nos objectifs de transition écologique, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas se passer de ce travail sur le stationnement et en particulier la réglementation. Donc les municipalités ont vraiment un rôle essentiel dans cette transition au niveau du stationnement et en particulier par la réglementation. Dans la démarche stationnement éco-responsable, c'est une démarche qu'on fait de façon volontaire avec des propriétaires de stationnement, autant publics que privés. Mais il manque ce levier-là réglementaire pour aller chercher plus de propriétaires, multiplier les projets sur le terrain. Et c'est vraiment ça, en fait, dont on va parler. C'est ça l'objectif de ces réglementations. C'est de passer de projets qui vont être locaux et très peu nombreux a un effet vraiment systémique sur l'ensemble du territoire. Et donc, parfois, certaines réglementations, pas forcément toutes, mais le fait de mettre en place certaines réglementations stratégiques ben, vont permettre d'aller chercher ces propriétaires, l'ensemble des projets pour amener ces changements. Donc, les municipalités sont vraiment au cœur de ces actions. Et ce qu'on a constaté aussi par notre travail, autant sur l'attestation stationnement éco-responsable que la réglementation,
c'est qu'il faut apporter des solutions concrètes. On sait qu'en tant que municipalité, souvent, il va y avoir des défis au niveau des ressources humaines, des ressources financières. Donc, l'idée un peu de ce webinaire, c'est de vous apporter des exemples inspirants de réglementation, à essayer de vous guider à travers ces réglementations aussi. Vous allez avoir des exemples inspirants que vous allez pouvoir reprendre dans vos municipalités, les adapter à votre contexte. Donc, le but, c'est vraiment de vous inspirer, mais aussi d'identifier certains freins qui restent encore à surmonter de les identifier puis essayer de trouver des solutions et donc d'échanger là-dessus. Donc, comment le webinaire va se dérouler dans une première partie. Donc, je vais vous présenter un ensemble de réglementations inspirantes qui ressortent d'un travail qu'on fait depuis quelques années déjà de recherche de ces exemples-là. Puis, dans un deuxième temps, on va avoir une période à la fin du webinaire qui va être plus en mode échange. Et là, je vous inviterai à partager si vous avez des bons coups réglementaires. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont allés plus loin que les exemples que vous allez voir juste après. Donc, de partager ces bons coups, mais aussi peut-être les défis que vous rencontrez selon votre contexte, votre localisation, par exemple. Peut-être que certains ou certaines pourraient aussi répondre et partager leurs expériences si certains et certaines ont réussi à relever ces défis. Donc, ça se veut vraiment un webinaire qui à la fois cherche à vous inspirer dans les solutions qu'on propose, euh, les prendre aussi pour vous, puis travailler avec, mais aussi échanger sur ces solutions-là. Avant de rentrer vraiment dans les exemples inspirants, je fais un petit historique du travail qu'on a fait ces derniers mois, voire années, sur la réglementation. Donc, depuis qu'on a ciblé justement cet élément comme vraiment un des enjeux majeurs pour avoir un changement systémique au niveau du stationnement, on a fait un premier travail en 2019 qui a pris la forme d'un rapport qu'on a fait en collaboration avec la ville de Montréal. Donc, toute la démarche, on a bénéficié d'une aide financière de la ville de Montréal et de leur soutien vraiment des services centraux et de certains des arrondissements. Donc, je veux encore les remercier chaleureusement pour ce soutien. Et donc, ce premier rapport faisait un peu un état des lieux des réglementations qu'on trouve à Montréal, donc sur l'île de Montréal, donc autant les arrondissements de la ville que les villiers. Donc, on est allé éplucher principalement les réglementations de zonage et de PIA, qui ne sont pas les seuls outils urbanistiques qu'on peut avoir dans une municipalité, mais qui sont vraiment ceux qui vont avoir un aspect plus contraignant, plus systémique. Donc, on s'est vraiment basé sur cela, mais toutes les choses qu'on propose, bien sûr, peuvent être complétées aussi avec d'autres outils plus discrétionnaires comme les PPC-moi, par exemple, ou les PPU. Donc, on a fait avec ce rapport un peu un tour d'horizon de ce qui se faisait ici à Montréal pour ressortir les meilleures pratiques réglementaires qu'on retrouvait actuellement sur différentes thématiques que je vais vous montrer après. Et dans les derniers mois, on a travaillé toujours avec la ville de Montréal, le Bureau de la transition écologique, à ressortir ces pratiques puis en faire des fiches thématiques. Donc, on a ciblé 15 grandes thématiques où on a après développé autour les exemples réglementaires, les bénéfices qu'on peut en tirer, etc. Et on a même fait, je ne rentrerai pas dans le détail de cet élément, mais on a également fait un projet pilote avec 3 arrondissements, donc La Salle, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Léonard, ainsi que la ville de Pointe-Claire, pour leur faire des fiches personnalisées. Donc, à partir de ces bonnes pratiques qu'on a ciblées, on leur a fait un portrait personnalisé où on allait justement comparer leur réglementation actuelle avec les bonnes pratiques qui sont ressorties du guide. Et donc, ça leur permet après d'avoir un peu un portrait de ces 15 thématiques sur leur territoire, puis de pouvoir établir après un plan d'action pour faire évoluer leur réglementation. Donc, savoir lesquelles on va prioriser, lesquelles vont être sur le plus terme,
plus court terme versus long terme, puis aussi la façon de revoir les outils urbanistiques. Certains arrondissements vont plus faire des modifications très légères de leur réglementation qui existe déjà, alors que d'autres vont vraiment se concentrer sur une révision globale de l'ensemble de leur zonage et de leur PIA. Et donc, toute cette démarche leur a permis de s'inspirer, d'aller chercher des exemples à ajouter dans la réglementation ou bien de confirmer parfois aussi certaines directions qu'ils prenaient en termes de réglementation. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble 15 grandes thématiques qu'on a ressorties. Puis c'est vraiment, comme je disais, vraiment en mode échange, mais aussi ce travail est évolutif. Donc c'est un premier pas qu'on fait pour offrir des exemples inspirants pour vous aider dans ces démarches-là. Donc ces 15 thématiques vont pouvoir, dans les prochains mois, évoluer, mais aussi peut-être de nouvelles thématiques qui pourront être ajoutées. Et donc, je reparlerai un peu plus tard comment vous allez pouvoir aussi, vous, de votre côté, participer à ce travail-là. Donc, ces 15 grandes thématiques forment chacune une fiche thématique. Et donc, dans chacune de ces fiches, on retrouve une introduction de la thématique, pourquoi on devrait agir, pourquoi c'est urgent aussi d'agir sur cette thématique-là, comment elle s'inscrit dans nos objectifs de transition écologique. Les bénéfices qu'on a à tirer justement de l'intégration de ces réglementations, des exemples inspirants qui ont mis en œuvre ces réglementations, donc voir un peu le résultat qu'on a parfois sur le terrain, des extraits réglementaires innovants, donc là, il y a vraiment les extraits en tant que tels de zonage ou de PIA, par exemple, qui soit peuvent être pris tels quels, soit être pris puis modifiés selon les contextes. Donc, c'est vraiment à chaque fois des réglementations québécoises donc, qui existent vraiment déjà, qui sont déjà en vigueur dans des municipalités au Québec. On ressort également certaines normes à considérer et à intégrer. Donc, on explique un petit peu pourquoi ces extraits réglementaires ou ces articles réglementaires sont importants, puis quels sont les éléments à l'intérieur qui sont essentiels à intégrer. Et enfin, on donne aussi des conseils de mise en œuvre, surtout à l'interne pour la municipalité, parce que parfois, ça demande de faire évoluer certains outils ou de demander d'autres documents, etc. Donc, des petits conseils comme ça. Donc, toutes ces fiches forment un guide, mais qui a été mis sur une plateforme web dont je vous donnerai le lien que je vous présenterai juste à la fin de la présentation des différentes thématiques. Donc, je vais me lancer dans justement un peu un portrait de ces pratiques, les 15 thématiques qu'on a abordées dans ce travail qu'on a effectué. Vous pouvez essayer de vous inspirer un petit peu, vous montrer qu'est-ce qui se fait. Vous allez voir que c'est principalement des extraits réglementaires de Montréal. On retrouve quand même des éléments très intéressants, mais très certainement, il y a d'autres de vos municipalités qui ont pris aussi d'excellentes pratiques, puis vous allez pouvoir nous les partager aussi et qui pourraient être intégrées dans le site web et dans ces pratiques qu'on a mis en ligne. Donc, le premier élément, on rentre dans une première catégorie qui est plus sur la gestion du stationnement. Donc, on va retrouver trois grandes catégories, le volet de gestion et d'implantation du stationnement, un volet de mobilité durable et un troisième volet qui est plus sur le verdissement, l'intégration des aires de stationnement. Donc, on commence avec ce volet de gestion du stationnement et les plans de gestion de déplacement. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, donc c'est une démarche qui est proposée par les centres de gestion de déplacement. Donc, on en retrouve partout au Québec. Chaque municipalité a son centre de gestion de déplacement affilié. Et donc, il y a une démarche très intéressante qui propose, c'est le plan de gestion des déplacements. Donc, c'est un peu une boucle d'amélioration continue pour les organisations qui génèrent beaucoup de déplacements et en particulier de déplacements automobiles en auto-solo. Donc, c'est un moyen pour eux d'essayer d'effectuer un transfert modal et de les accompagner dans ce transfert modal de leurs employés, par exemple.
Les étapes un peu à suivre, on a d'abord un diagnostic qui est fait de la situation. Donc, ça peut être soit d'une installation localisée ou d'un ensemble d'installations de l'organisation pour bien comprendre la situation et pouvoir ensuite proposer un plan d'action, donc des actions concrètes à mettre en place pour favoriser le transfert modal vers des modes de transport plus durables. Et ensuite, les centres de gestion de déplacement peuvent accompagner l'organisation dans la mise en place de ces actions. Donc, ça peut être des fois des actions physiques ou je peux prendre des exemples. Ça peut être l'organisation d'événements, de promotion, des modes de transport durable dans l'entreprise. Ça peut être aussi de dialoguer avec les sociétés de transport pour essayer d'améliorer la desserte des installations. Ça peut être l'amélioration du domaine public, donc parler avec la municipalité et essayer d'améliorer l'accessibilité au site. Donc, tout cet ensemble-là, tous ces éléments qui vont permettre justement d'effectuer un transfert modal vers les modes de transport plus durables, donc de réduire aussi la demande en stationnement. Et donc, c'est une boucle continue où ce plan de gestion de déplacement peut être fait à chaque X années, où justement on va évaluer après les actions qui ont été prises et recommencer cette boucle d'amélioration continue. Donc, ce genre de démarche est très intéressante pour les organisations et les municipalités à mettre en place. Et je donne l'exemple ici de l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal qui a intégré ces plans de gestion de déplacement dans sa réglementation. C'est dans leur règlement sur les permis et les certificats. Quand on a des projets qui génèrent plus de 100 cases de stationnement, donc beaucoup de déplacements automobiles, quand il y a une demande de permis, on exige un plan de gestion des déplacements, donc qui va permettre aussi de diriger les actions qui vont être faites dans le projet pour avoir ce transfert modal. L'autre gros travail aussi qui se fait, c'est bien évidemment sur les ratios de stationnement. Ce qu'on cherche à faire, bien évidemment, en priorité, c'est d'essayer de retirer les ratios minimums de stationnement ou de les diminuer le plus possible. Pourquoi retirer les ratios de stationnement? Tout simplement parce que souvent, ces ratios ne sont basés sur aucun fait concret, ne prennent pas en compte le contexte dans lequel on s'inscrit, n'ont pas de base de calcul qui vont faire qu'on va pouvoir avoir une flexibilité dans les projets pour offrir un nombre de stationnements qui va correspondre à la réalité du terrain, la réalité du projet qui va être réalisé. Donc, le fait de retirer les ratios, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus mettre de stationnement dans les projets, mais ça veut dire qu'on va laisser plus de flexibilité. Donc, on va permettre que des projets qui, par exemple, seraient très bien desservis en transport collectif, en transport actif, et qui auraient beaucoup moins besoin de stationnement, voire pas du tout, ça permet à ces projets de se réaliser sans y mettre de stationnement. Ou bien on peut aussi s'appuyer sur des données pour dire dans notre projet, on estime qu'il nous faut tant de stationnement et donc on va pouvoir le faire. Donc, on ne vient pas supprimer le stationnement, on vient laisser cette flexibilité dans les projets. Et donc, le retrait des ratios minimums peut se faire sur l'ensemble de la municipalité, ou bien on peut y aller aussi de façon un peu plus étalée dans le temps, en commençant par certains secteurs de la municipalité, comme les quartiers qui sont très denses, comme les centres-villes, ou bien les zones situées autour d'un transport collectif structurant. Donc, on peut aussi adapter ça. Qui, par exemple, à Montréal, donc des arrondissements ont déjà retiré ces ratios minimums. L'arrondissement de Ville-Marie, le plateau Mont-Royal, le Sud-Ouest, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. À Ottawa aussi, il y a eu cette initiative-là de supprimer les ratios de stationnement au centre-ville, mais aussi autour des stations du train léger. Et je donne l'exemple aussi de Penticton, qui est une municipalité d'environ 35 000 habitants en Colombie-Britannique, qui elle aussi a joué sur les ratios minimums de stationnement et les a retirés dans son centre-ville pour les projets commerciaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait aussi dans des municipalités plus petites et pas forcément que dans des grosses municipalités comme Montréal ou Québec.
Et donc ça s'accompagne aussi de ratios maximum. On en retrouve très peu actuellement dans les municipalités au Québec, mais c'est vraiment un moyen qui permet de limiter le nombre de cases de stationnement qu'on va pouvoir mettre dans un projet et donc s'assurer qu'on ne va pas se retrouver avec une offre largement surévaluée par rapport aux besoins réels, cette façon de faire, d'une part, entraîne l'utilisation de l'automobile encore plus que ce qui serait nécessaire, mais utilise aussi de l'espace, surtout quand on parle de stationnement de surface, où on va avoir des grandes aires asphaltées, où on va mettre beaucoup plus de stationnement qu'on en a besoin. Ben, c'est de l'espace qu'on ne va pas pouvoir utiliser pour, par exemple, construire des logements ou construire des espaces verts. Donc, les deux sont vraiment liés. Et quand on parle aussi de travail sur les ratios de stationnement, on ne peut pas non plus le voir à part. C'est sûr qu'il y a toujours cette question de débordement. Si on enlève les ratios minimums de stationnement, est-ce qu'il y a un risque de débordement sur le stationnement sur rue, par exemple, s'il y a des secteurs où le stationnement sur rue est autorisé. Donc, ça demande vraiment de s'inscrire dans une stratégie complète du stationnement, à la fois hors rue et sur rue. Donc, quand on fait ce travail de modifier ou de supprimer les ratios minimums de stationnement, il y a certains éléments vraiment à considérer et à faire aussi en parallèle. D'une part, mener une étude sur le stationnement. Les municipalités ont tout intérêt à regarder dès le départ, faire une analyse du stationnement sur leur territoire pour bien comprendre de quoi on parle, de récupérer des données qui vont permettre après de poser les bonnes actions. La tarification également, si on a du stationnement sur rue, c'est de tarifer aussi ce stationnement à sa juste valeur, parce que c'est sûr que quand on va avoir parfois des débordements, bien, c'est sûr que souvent on se dit, ben, c'est parce qu'on enlève les ratios ou qu'on modifie les ratios que les gens vont se stationner sur la rue. Et bien souvent, c'est parce que les tarifs sont très peu élevés pour stationner son auto sur la rue par rapport à une case de stationnement qui serait hors rue. Donc, il faut vraiment considérer les deux ensemble. Si on a des vignettes aussi S3R, donc des vignettes pour les résidents, s'assurer de limiter le nombre de vignettes qu'on va donner et de la faire correspondre aussi à l'offre réelle qu'on a sur rue, puis aussi des objectifs qu'on a peut-être de réduction de cette offre sur rue pour transformer l'espace. Et enfin, bien sûr, ça s'accompagne de développer son réseau de transport actif et collectif pour offrir aussi des alternatives aux personnes qui souhaiteraient utiliser un autre mode de transport et peut-être se départir de leur automobile. Au niveau de l'optimisation du stationnement, donc là, on va chercher à utiliser un petit peu mieux les cases de stationnement qu'en général on met dans les projets. Je vous ai mis l'exemple de l'aréna Rodrigue Gilbert dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles à Montréal. Pour l'optimisation, on peut avoir plusieurs solutions. Donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on voit le stationnement de l'aréna qui se situe ici, qui avant s'est allé aussi sur le petit bâtiment un peu jaune qu'on voit juste en bas à gauche du stationnement. Et donc, quand ils ont refait le stationnement il y a quelques années, ils ont diminué le nombre de cases. On parle de quand même entre 40 et 50% de diminution du nombre de cases, ce qui est quand même pas négligeable. Mais ils ont su conserver une certaine capacité de stationnement parce qu'ils ont passé une entente de partage de stationnement avec l'école qui a un stationnement qui se trouve juste de l'autre côté du boulevard. Ce qui veut dire qu'ils ont réduit leur nombre de stationnements. En faisant ça, ils ont pu libérer de la place pour construire un nouveau bâtiment et verdir de façon assez massive le stationnement, mais on conserve toujours une capacité de stationnement. Même si on a moins de cases à l'aréna, dès que le stationnement est plein, on a un panneau à l'entrée qui nous dit qu'on peut aller stationner sur l'aire de stationnement de l'école qui se situe juste de l'autre côté du boulevard et qui, à ce moment-là, ce stationnement n'est pas utilisé. Donc, on vient conserver une capacité de stationnement, mais on utilise mieux les cases qu'on a. Et donc, ça, ce genre de pratique peut être intégré dans la réglementation
en introduisant, par exemple, les ententes de partage de stationnement entre différentes propriétés, puis en permettant aussi que les cases de stationnement d'un projet puissent être localisées sur une autre propriété à proximité. On peut également le faire avec les différents usages. Donc, si on a dans certains projets, par exemple mixtes, des usages qui vont avoir une utilisation complémentaire, donc c'est-à-dire que le stationnement ne va pas être utilisé au même moment pour ces deux usages. On peut prendre l'exemple d'un projet qui aurait du commercial, donc vraiment des commerces en bas du bâtiment, puis au-dessus, on aurait des bureaux. Les deux ne vont pas être utilisés au même moment. Les bureaux vont être plus utilisés dans la semaine et dans la journée, alors que les commerces vont être plus utilisés le soir et en fin de semaine. Donc, on a une certaine complémentarité de ces deux usages. Et donc, plutôt que mettre les ratios dans la réglementation comme une addition de ces deux ratios des deux usages, ben, on va seulement prendre l'usage qui demande le ratio le plus élevé. Donc, ça va nous permettre de mettre moins de cases de stationnement. On va faire des économies aussi sur les projets immobiliers, mais on va toujours avoir des cases disponibles et on va optimiser l'utilisation des cases qu'on va mettre. Donc là, c'est un exemple justement de la ville de Côte-Saint-Luc qui a commencé à introduire ça. On n'en voit pas encore beaucoup, mais la ville de Côte-Saint-Luc l'a intégré dans sa réglementation pour certains usages et donc qui exige le nombre le plus élevé d'un des deux usages et non l'addition des deux. On peut également jouer sur le stationnement intérieur. Donc ça, c'est sûr que c'est des types de stationnement qui coûtent plus cher, qui ne sont pas forcément faisables partout, mais il y a quand même possibilité d'aller vers ce genre de stationnement dans certains secteurs stratégiques, comme par exemple des secteurs très denses, les centres-villes ou autour de systèmes de transport collectif structurants. Donc, on peut inciter via la réglementation à mettre tout ou une partie des cases de stationnement à l'intérieur des bâtiments, que ce soit en souterrain, sous le bâtiment ou en étagé selon les cas. Également, l'implantation du stationnement joue beaucoup aussi. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est le plus possible, quand on a des aires de stationnement extérieures, de les implanter plutôt en cour arrière ou en cour latérale pour pouvoir rapprocher les bâtiments de la rue et de la voie publique. Donc souvent, on avait ce modèle-là de mettre les aires de stationnement entre la voie publique et le bâtiment. Donc dès qu'on est piéton, pour rejoindre le bâtiment, ben, c'est toujours un peu compliqué et assez dangereux. Donc, on vient placer le stationnement ailleurs et vraiment reconnecter le bâtiment à la rue, ce qui va favoriser le transport actif. Et donc, pour ça, parfois, il faut aussi jouer dans les réglementations sur les marges de recul des bâtiments. Maintenant, on rentre dans notre section qui est un peu plus mobilité durable. Donc là, comment aller intégrer d'autres modes de transport sur la propriété, mais également sur les aires de stationnement. Donc, se servir un petit peu des aires de stationnement comme levier pour une autre mobilité. Donc, on commence par les aménagements piétons. On commence à avoir de plus en plus de réglementations qui intègrent cette dimension, parfois un peu dans le zonage, mais souvent c'est un peu plus facile d'intégrer ça dans les PIA, puis d'essayer d'exiger donc des liens directs piétonniers entre la voie publique et l'entrée du bâtiment. Donc, des fois, ça permet, dans des stationnements existants, ben, d'améliorer l'accessibilité au bâtiment si la propriété n'est pas entièrement refaite. Mais on peut faire la même chose dans les aires de stationnement aussi. Donc, d'aller demander des passages qui vont traverser l'aire de stationnement pour les piétons. Ça peut être les piétons qui ne viennent pas en voiture, mais il faut se rappeler aussi que les personnes qui viennent en voiture, ben, dès qu'elles sortent de leur auto, deviennent aussi piétonnes. Donc, c'est pour la sécurité de toutes et tous. Donc, on peut aller intégrer ces passages à l'intérieur des aires de stationnement, puis parfois aussi utiliser les aires de stationnement comme moyen de reconnecter les quartiers environnants et de proposer des aires aussi de détente et verdis
à l'intérieur des aires de stationnement et en bordure. Donc, on peut aller demander des passages avec une largeur minimale, un verdissement, et même, on voit dans l'exemple d'avant, les photos, des passages piétons surélevés aussi. Au niveau des aménagements cyclistes, tout d'abord les ratios de support à vélo. Pour encourager l'utilisation du vélo, bien évidemment, donc ça vient en complément avec le développement d'un réseau cyclable dans les municipalités, mais il nous faut aussi s'assurer qu'on va avoir les bonnes infrastructures à destination. Donc pour ça, on va pouvoir aller intégrer des ratios de support à vélo dans les projets immobiliers, puis en intégrer à la fois à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur, près de l'entrée du bâtiment. Donc on a un peu cette différence. Les supports à vélo à l'extérieur vont être plus pour des arrêts temporaires ou assez courts versus des locaux plus fermés, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, plus fermé, plus sécurisé et protégé, qui vont être plus pour des déplacements sur le long terme. Donc, par exemple, quand on va au bureau et qu'on reste une bonne partie de la journée sur place, ben, ça permet de protéger le vélo des intempéries, des vols, puis sachant qu'il y a de plus en plus de vélos électriques, par exemple, qui coûtent beaucoup plus cher, des vélos cargo. Donc, tout ça à intégrer dans les ratios qu'on propose. La localisation, donc à l'extérieur, s'assurer aussi que ces supports à vélo vont être le plus près possible de l'entrée du bâtiment pour faciliter l'accès. On peut également offrir aussi des commodités supplémentaires en demandant par exemple des bornes de réparation pour les vélos. Donc on voit l'exemple de la photo en bas à gauche à Boucherville, dans le stationnement de Montarville, où on a donc un abri vélo qui est couvert avec une borne de réparation si les utilisateurs ont besoin. Et on peut même aller plus loin en exigeant aussi, particulièrement pour les grands générateurs de déplacement, des vestiaires avec douche et casier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur l'utilisation du vélo au quotidien, surtout dans un cadre professionnel. On peut également électrifier nos stationnements. Je dirais que sur cet élément-là, on a des objectifs d'électrification des véhicules au Québec qui sont quand même clairs, mais au niveau de la réglementation, on est encore un peu en retard. Il y a encore assez peu de municipalités qui intègrent des ratios de bornes de recharge, par exemple, dans les aires de stationnement, que ce soit résidentiel ou les autres usages. En général, on ne va pas mettre les mêmes ratios. La plupart des recharges se font à domicile, donc on va peut-être avoir des ratios à domicile qui vont être plus élevés que dans des usages commerciaux ou industriels, par exemple. À ce niveau-là, il y a aussi toute la notion d'installation électrique, donc le câblage, les tableaux électriques, parce que c'est sûr que vu qu'on vise la totalité des véhicules qui seraient électrifiés, mais il nous faut aussi des bornes qui soient accessibles, et donc ça demande une révision complète de ces installations-là, et le plus tôt, disons, est le mieux. Plus on attend, plus on a de constructions qui se font sans ces installations et donc la possibilité d'installer des bornes. Et si on doit venir modifier le bâtiment après construction, ça va coûter beaucoup plus cher que si on l'avait déjà intégré dans la construction du bâtiment. Donc la Régie du bâtiment du Québec travaille là-dessus pour une révision du code de construction puis intégrer cette notion-là, mais il n'y a pas encore de date précise pour l'adoption, mais certaines municipalités, je pense par exemple à Laval, ont pris déjà les devants dans la révision avec le code d'urbanisme et d'intégrer les notions d'installation électrique, de câblage dans les réglementations. Et on peut aller aussi plus loin, on ne le voit pas beaucoup actuellement, intégrer les notions d'accessibilité universelle également, au moins pour une partie des bornes qui sont installées, s'assurer qu'on ait une accessibilité pour tous et tous, mais aussi d'intégration paysagère, en particulier quand on parle de bornes de recharge dans les stationnements extérieurs. Peut-être ajouter des notions d'intégration, puis on voit l'exemple en bas de Saint-Laurent qui a intégré ces bornes à la bibliothèque du Boisé dans un aménagement paysager à l'intérieur du stationnement.
On rentre dans le troisième volet qui va être plus sur le verdissement, l'intégration du stationnement, à commencer par les dimensions du stationnement. Donc là, c'est sûr que dans les aires de stationnement, souvent les cases de stationnement et en particulier aussi les allées de circulation sont prévues de façon très large, mais on peut venir réduire ces dimensions assez facilement par rapport à ce qui se faisait avant. Et on peut gagner comme ça de la place dans les aires de stationnement. Donc, on voit un exemple fictif ici, mais qui n'est pas négligeable parce que si vraiment on le met en application sur le terrain, ben, cet espace gagné peut nous permettre d'insérer plus facilement des zones de verdissement pour planter des arbres et de la végétation dans les aires de stationnement, par exemple. Donc, c'est un bon moyen de réduire au maximum la taille du stationnement. Puis, on peut jouer aussi sur le nombre pardon, d'entrées charretières, puis leurs dimensions. Souvent, on a tendance à en mettre plus qu'on en aurait réellement besoin. Puis, chaque entrée charretière est aussi un point de rencontre entre différents usagers qui peut parfois être dangereux. Donc, on peut venir aussi ajouter certaines mesures d'apaisement de la circulation au niveau des entrées charretières. Au niveau du verdissement du stationnement, donc ça, c'est vraiment des réglementations qui sont prises de plus en plus dans les différentes municipalités, où en plus de parler d'un pourcentage de verdissement au sol dans les aires de stationnement, on vient ajouter la dimension de la canopée. Donc là, on s'assure dans les meilleures réglementations qui actuellement d'atteindre un 40% de couverture des cases de stationnement par la canopée des arbres à maturité. Donc, on va aller implanter nos arbres dans le stationnement, les répartir pour pouvoir essayer de couvrir au maximum l'aire de stationnement par la canopée des arbres à maturité. Et donc, ça, c'est vraiment un élément qui va permettre aussi de lutter contre les îlots de chaleur dans les aires de stationnement. Donc, cette notion de canopée, c'est vrai aussi avec une diversité d'essences. On va chercher dans les réglementations à demander à ce qu'on ait au moins 2 ou 3 essences différentes d'arbres qu'on va planter. Ça permet d'éviter certains problèmes, comme on voit par exemple avec la grille du frêne. Ben, si on plante qu'une seule espèce et qu'il arrive quelque chose comme un nuisible ou une maladie, ben, on va être obligé de couper entièrement les arbres. Alors que si on a une diversité, ben, on va avoir une meilleure résilience, mais ça va être aussi meilleur pour la biodiversité. Puis l'important dans la plantation aussi d'arbres est d'intégrer dans les réglementations en plus, au-delà du pourcentage de canopée qui va vraiment être efficace pour la lutte aux îlots de chaleur. Il faut vraiment avoir une attention particulière sur la façon dont on va aménager au sol ces espaces végétalisés pour les arbres et les différents végétaux. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est s'assurer que les végétaux, les arbres qu'on va planter vont pouvoir survivre, vont pouvoir atteindre aussi au maximum leur canopée à maturité, la maturité prévue des arbres. S'assurer également qu'ils vont être dans les meilleures conditions possibles. On sait que les aires de stationnement, c'est pas le meilleur endroit pour avoir de la végétation. On retrouve souvent les sels de déglaçage, par exemple, l'huile de moteur. Donc, tout ça peut se retrouver dans les aires végétalisées. Donc, on s'assure aussi de prévoir les bons végétaux, puis s'assurer au sol de leur laisser aussi la possibilité de se développer, de survivre. Donc, pour ça, on intègre des notions de largeur minimale de ces espaces de verdissement, de surface aussi pour les arbres, s'assurer que chaque arbre va avoir un minimum de volume de terre pour pouvoir déployer ses racines. La largeur minimale aussi permet de limiter les bris pour les arbres. Par exemple, le tronc qui va se retrouver dans ces espaces verts ben, va moins risquer d'être touché par un véhicule qui va se stationner, par exemple. Mais ça facilite aussi l'intégration de la gestion de l'eau pluviale dans ces espaces-là. Puis, on va le voir après. On peut jouer aussi sur les revêtements de sol. C'est sûr que l'asphalte a une couleur vraiment très foncée et participe activement à l'effet d'îlot de chaleur. Donc, on a aujourd'hui des alternatives en revêtement de sol. Puis ça aussi, on commence beaucoup à le voir, ce genre de réglementation
d'essayer soit de prohiber totalement l'asphalte ou bien de le limiter au maximum. Là, il y a quelques alternatives que je vous ai mis en photo. À gauche, c'est du végécol. Donc, c'est un peu comme de l'asphalte, c'est mis sur des couches d'asphalte, mais celle qui est en surface est faite à base de matière végétale qui va avoir une couleur claire et donc va permettre de lutter contre les îlots de chaleur. Et à droite, c'est des pavés de béton drainant. Donc, en plus de la couleur claire, on va avoir un rôle dans la gestion de l'eau pluviale dans le stationnement. Donc, on peut exiger des revêtements qui vont avoir un IRS plus ou moins élevé, qui vont être perméables ou pas selon les solutions qu'on va trouver sur le stationnement pour aménager la gestion de l'eau pluviale. Et puis, on peut mettre éventuellement l'asphalte en dernier recours en lien avec la plantation d'arbres, justement. On va se dire, ben, si on atteint un 40 ou un 50% de couverture par la canopée des arbres, ben là, on peut éventuellement donner la possibilité d'avoir certains espaces en asphalte. Au niveau de la gestion de l'eau pluviale, donc là, on peut venir jouer sur les débits de rejet à l'égout, sur la quantité d'eau, la qualité de l'eau. Je vous invite à regarder le nouveau règlement 20030 de la ville de Montréal qui est vraiment très intéressant là-dessus. Et donc, qui demande que pour toute surface de 1000 m² de surface imperméable, on va devoir gérer une partie de l'eau pluviale directement sur la propriété. Et donc, c'est sûr que les aires de stationnement participent à cette eau de ruissellement qu'il va falloir traiter. Avec ça, on va chercher à éviter le plus possible que l'eau des stationnements se retrouve dans le réseau d'égouts des municipalités qui est déjà très chargé, voire même des fois surchargé. Et c'est des infrastructures qui coûtent très cher. Et même si on rejette aussi dans un cours d'eau, on va voir tout le côté de l'eau polluée des aires de stationnement qui va finir dans le milieu récepteur. Donc, on peut prendre des réglementations là-dessus pour inciter justement à gérer au moins une partie des eaux pluviales sur la propriété et en particulier de les gérer en surface. Donc, on peut inciter à aller utiliser les bandes paysagères. Donc, comme on l'a vu, on va aller chercher la plantation d'arbres massifs dans le stationnement, de végétaux. Bien, ces espaces verts peuvent servir aussi à la gestion de l'eau pluviale. Et donc, c'est souvent des infrastructures de surface végétalisées qui vont coûter moins cher que les très grosses infrastructures type canalisation qu'on va retrouver dans des stationnements plus traditionnels en asphalte. On a aussi le gain d'avoir un stationnement qui va être beaucoup plus intéressant au niveau visuel. Et donc, tous les investissements qu'on va faire dans le stationnement au niveau de la gestion de l'eau pluviale vont être beaucoup plus visibles et intéressants qu'un système plus traditionnel entièrement souterrain. Donc, on peut faciliter ce genre d'aménagement dans les aires de stationnement. Et souvent, un des éléments qui pose problème dans les projets qui ont été faits ces dernières années, c'est les bordures de béton qu'on demande pour délimiter les aires de stationnement. Donc, on ne va pas chercher à les éliminer, là, parce qu'on est dans des questions de sécurité, etc. Mais on peut intégrer des normes qui vont laisser la possibilité soit d'interrompre les bordures, donc d'avoir des bordures à raser qui vont descendre sur quelques dizaines de centimètres et qui vont permettre à l'eau de s'écouler dans les espaces verts. Ou alors, on peut avoir des alternatives comme on a là sur la photo, toujours l'Arena Rodrigue-Gilbert, à Montréal, où ils ont créé en fait des boîtes qui permettent de conserver la hauteur de bordure sur toute la longueur, mais aussi à l'eau de circuler dans les espaces verts et d'aller s'infiltrer dans ces espaces verts. Et on peut faire aussi la même chose avec peut-être des propriétés, des bâtiments qui sont un peu plus petits. C'est sûr que pour les 1000 m² de surface imperméable. Donc, on peut avoir recours à ce dont on vient de voir, mais on peut aussi agir sur le petit bâti ou les plus petits espaces, puis s'assurer que l'eau, soit des petites toitures ou des petites aires de stationnement, va être dirigée directement vers les surfaces perméables qu'il y a sur le terrain.
Dans les stationnements, c'est un peu le même principe avec les pentes du stationnement, d'aller écouler l'eau vers les espaces verts en bordure du stationnement. Et pour les toitures, de débrancher les gouttières et de les diriger vers un espace perméable. Et donc, dans ces dernières, dans ces dernières catégories, j'élargis un petit peu, on sort un petit peu du stationnement, mais c'est des éléments qu'on a traités aussi dans les 15 thématiques dont je vous parlais. On élargit un petit peu aussi sur le volet de plantation d'arbres et de verdissement des terrains de façon générale. Puis ça s'applique aussi aux arbres qui vont être plantés dans les aires de stationnement. Donc des pratiques intéressantes qu'on voit dans certaines municipalités, c'est d'aller instaurer un taux minimal de plantation d'arbres sur les terrains. Donc, par exemple, sur le terrain libre, d'avoir un arbre par 100 mètres carrés de terrain, par exemple. Donc, ça permet de s'assurer d'avoir un minimum d'arbres qui vont être plantés sur la propriété, d'atteindre ce taux minimal. Mais on peut aussi penser en termes de canopée. C'est quelque chose qui actuellement est moins présent, mais qui serait très intéressant à intégrer dans la réglementation. Parce que quand on parle seulement de taux minimal de plantation d'arbres, on va parler du nombre d'arbres qu'on va planter. Mais si on met que des arbres à petite canopée, on ne va pas avoir les mêmes bénéfices que si on mettait des arbres à grande canopée. Donc, on peut aussi s'intéresser à ça et cette notion de conservation ou de pourcentage de canopée à atteindre en plus du nombre d'arbres. Et bien sûr, quand on va aller couper un arbre sur un terrain, d'exiger dans la réglementation le remplacement de cet arbre abattu. Puis là, il peut y avoir justement des nuances aussi. Là, des fois, si on avait une trop grosse densité d'arbres, on peut trouver d'autres solutions de remplacement, ou plutôt que de remettre un arbre qui va être de très gros déploiements, on va peut-être en mettre des plus petits, mais plusieurs qui vont avoir une canopée équivalente. Donc, on voit un peu des exemples d'essayer de préserver là sur les photos des arbres qui étaient déjà sur la propriété dans le cadre de stationnement, justement. À droite, c'est un stationnement d'aéroport de Montréal qui ont construit un nouveau stationnement et se sont assurés de conserver les arbres matures qui étaient présents sur le terrain. Et donc, on réalisé le design de leur stationnement vraiment autour de ces arbres matures et ils les ont intégrés dans un bassin de biorétention. Et à gauche, c'est l'exemple de Boucherville, le stationnement de Montarville, où là, certains arbres ont dû être déplacés. Mais donc, vraiment, ils ont été conservés et déplacés ailleurs sur le terrain. Et le projet a été réalisé il y a, je crois, 2 ans. Et le taux de survie des quelques arbres qui ont été déplacés comme ça a été de 100%. Donc, ça peut être une alternative aussi parfois. Et une notion qu'on voit, donc comme je disais, beaucoup moins, c'est l'équivalence en fait de canopée et de diversité d'essences, particulièrement canopée équivalente. Donc, quand on va aller couper un arbre et le remplacer, s'assurer qu'on conserve au minimum une canopée équivalente à ce qu'on avait avec l'arbre qui a été abattu, parce que sinon on a beau replanter le même nombre d'arbres, on va quand même avoir une perte de canopée urbaine. Donc, si on veut conserver cette canopée et même l'augmenter, il y a vraiment cette notion aussi à aller intégrer autant dans les aires de stationnement que sur les terrains de façon générale. Puis quand ce n'est pas possible, on a l'exemple de la Chine où, selon les cas, l'arrondissement peut permettre d'avoir un autre type d'aménagement avec d'autres types de végétaux, tout en s'assurant d'atteindre cette canopée équivalente. Et enfin, le dernier point que je voulais vous présenter dans ces pratiques inspirantes, c'est le verdissement des terrains. Donc, les taux minimums de verdissement des terrains. Donc, on a l'exemple là de Rosemont, la petite batterie, où ce n'est pas encore partout qu'on retrouve ce pourcentage minimal, mais si vraiment on veut préserver ces espaces, c'est quand même un élément important. Puis, on peut aussi l'adapter par rapport au contexte. Souvent, ce qui va poser problème, c'est le taux d'implantation des bâtiments sur les terrains. Donc, on peut aller adapter aussi ce taux de verdissement par rapport à ce taux d'implantation des bâtiments.
Mais il y a aussi une nouvelle façon de faire qui commence à arriver petit à petit ici, qu'on appelle le coefficient de biotope, qui est déjà utilisé dans certaines villes en Europe et aux États-Unis. Puis là, on a un premier arrondissement à Montréal qui a travaillé sur le sujet, donc l'arrondissement du Sud-Ouest, qui vient d'adopter en première lecture le facteur de résilience climatique. Donc, en fait, c'est l'équivalent du coefficient de biotope. Donc, comment ça se passe un peu ce facteur de résilience climatique? Plutôt que d'aller mettre un pourcentage de verdissement du terrain qui souvent s'applique seulement sur le terrain libre, donc si on a un gros taux d'implantation, ben, on n'a plus beaucoup d'espace libre. Là, on va vraiment considérer l'ensemble de la propriété, autant les espaces libres que les toitures, par exemple, les bâtiments, les murs végétalisés. Et donc, chacun des aménagements qu'on va proposer dans un projet va avoir une certaine valeur. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à donner un facteur, un coefficient minimal à atteindre sur un projet. Donc, pour ça, on va regarder les différents types de surfaces qu'on va avoir, qu'on appelle éco-aménageables. Et donc, toutes ces surfaces vont avoir une valeur et on va diviser cette valeur par la surface totale du terrain. Donc, ça va donner un coefficient, par exemple, 0,3 donc sur 1. Donc, 1 représente la surface totale du lot et le 0,3 représente le coefficient à atteindre sur le terrain. Et donc, pour ça, on va avoir une plus grande flexibilité que des taux minimums de verdissement comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs aménagements qui vont être plus adaptés au contexte et justement s'adapter au contexte. Donc, si on est dans un endroit qui est peut-être plus dense en construction, ben, peut-être qu'on va aller plus vers des toits verts, des murs végétalisés parce qu'on a moins d'espace au sol sur le terrain versus un autre projet où on aurait beaucoup d'espace terrain et là, on pourrait miser sur les espaces verts en pleine terre. Donc, on va aller prendre le coefficient de chacun de ces types d'aménagements puis calculer ce coefficient. Et donc, le but dans un projet est d'atteindre ce coefficient, peu importe les solutions qu'on va y mettre. Donc, ça offre beaucoup plus de flexibilité dans les projets aux promoteurs, par exemple, pour atteindre ces coefficients. Ça assure aussi peut-être une plus grande équité dans les projets où souvent les taux de verdissement, comme je disais, s'appliquent à ce qui reste sur le terrain. Donc, ça veut dire que des terrains qui vont avoir un taux d'implantation au sol qui va être relativement petit vont pouvoir atteindre très facilement ce pourcentage. Et donc, on a un effort important de verdissement versus un projet qui va occuper 80-90% du terrain et qui va laisser très peu de place à la végétation. Et donc, là, on va avoir un important problème avec les îlots de chaleur. Et donc, on n'exige pas autant d'efforts dans ce genre de projet en général. Donc là, ça vient rééquilibrer aussi et dire tous les projets, peu importe comment ils sont faits, vont devoir participer à cet effort-là. Par contre, les solutions peuvent être complètement différentes d'un projet à l'autre tant que ce coefficient est atteint. Et donc là, on a l'exemple d'un projet où on applique justement ces différentes surfaces qu'on pourrait choisir dans un projet. Donc, on voit que dans celui de gauche, on n'atteint pas du tout le coefficient demandé qui est de 0,3, alors que dans celui de droite, en mettant par exemple un espace vert supplémentaire, en mettant du pavé alvéolé à un endroit dans la cour, en mettant une partie de la toiture qui va être végétalisée, on arrive à atteindre ce coefficient de 0,3. Voilà, donc ça fait un peu le tour des pratiques réglementaires inspirantes qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, sur lesquelles on a travaillé, qu'on est allé chercher pour essayer de vous inspirer un petit peu dans les révisions réglementaires. Vous pourrez toutes les retrouver dans notre nouvelle plateforme réglementaction.com. Donc, vous verrez, c'est une petite plateforme très simple qui justement regroupe l'ensemble de ces 15 thématiques avec des extraits réglementaires pour vous inspirer, que vous pouvez reprendre, retravailler selon votre contexte. Et donc, c'est vraiment ça un peu l'idée derrière cette présentation, à la fois de vous inspirer, mais aussi de parler
avec vous peut-être des bons coups que vous avez faits, si certains d'entre vous sont allés plus loin, s'il reste vraiment des enjeux que vous avez dans votre municipalité. Et donc, sur le site web, et ce qu'on va faire aussi là juste après, il y a une sorte de sondage ou formulaire que vous pouvez remplir et que je vous invite d'ailleurs à remplir pour nous partager vos bons coups en réglementation, donc dans toutes les thématiques qu'on vient de vous présenter. Puis, si certains d'entre vous ont des réglementations que vous avez passées récemment qui vont plus loin que ce qu'on a déjà sur le site web, ben, vous pourriez vous retrouver en exemple sur la plateforme, mais aussi nous partager les enjeux que vous rencontrez, les défis, peut-être certaines solutions, accompagnements que vous auriez besoin. Puis ça va nous aider pour la suite de ce travail qu'on fait sur la réglementation. Donc, on cherche vraiment à aller chercher ces pratiques-là, puis vous aider aussi le plus possible à les mettre en œuvre dans vos municipalités, avec bien sûr tous les différents contextes ou enjeux que vous pouvez rencontrer. Donc, je vous invite à participer justement comme ça à cette démarche, partager vos bons coups, vos enjeux. N'hésitez surtout pas à remplir le formulaire qu'il y a sur le site web. Puis, il nous reste 30 minutes de webinaire où, comme je vous le disais au début, ça serait vraiment fun qu'on puisse échanger sur ces bonnes pratiques. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça je vais pouvoir vous voir. Et n'hésitez pas à lever la petite main pour prendre la parole si jamais vous avez des questions sur les exemples inspirants que je viens de vous montrer, mais aussi sur la plateforme. Si vous voulez partager aussi des réglementations municipales que vous avez mises en œuvre, ou même si vous rencontrez certains défis avec certaines de vos réglementations, puis peut-être que d'autres personnes qui participent sont invitées aussi peut-être à répondre et partager leur expérience s'ils ont réussi à surmonter ces défis. Donc, je vois Roberto Caron. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. J'ai une petite question peut-être à votre connaissance, notamment concernant le fait que vous avez dans votre présentation, mais en fait, merci beaucoup, très bonne présentation, ça nous aide énormément. Je suis Roberto Caron de la ville de Gatineau. Parmi plusieurs éléments qui sont importants pour pouvoir bien aider à la prise de décision à un conseil municipal, c'est l'élément de, si on veut dire, de vente. Hein. Si on veut, on veut mobiliser finalement la volonté politique, il faut pouvoir effectivement faire des études, non seulement, vous l'avez mentionné, sur la situation des stationnements actuels, mais je pense qu'il faudrait peut-être également se pencher sur la question de la vente de l'idée de limiter le stationnement. Parce qu'effectivement, les conseillers sont les premiers à se buter aux utilisateurs de voitures qui sont leurs électeurs. Donc, entre autres, je voudrais savoir si vous êtes au courant d'études qui faisaient directement le lien entre le transport en commun, c'est-à-dire peut-être au niveau financier, combien ça coûte à la ville de maintenir le pouvoir, le service, versus le coût, finalement, pour savoir le coût de stationnement, comment le stationnement a une influence, un impact sur l'utilisation de transport en commun. Merci de la question. Je n'ai pas d'études précises comme ça qui me vient en tête. Mais c'est sûr que si vous cherchez déjà au moins des chiffres sur le stationnement, c'est sûr que nous, on a des publications sur le stationnement qui permettent déjà d'établir un petit peu ça. Puis peut-être qu'éventuellement, si vous voulez, on pourrait s'en reparler. Puis moi, je pourrais regarder de mon côté sûrement que
des organisations comme l'Alliance Transit, par exemple, devraient peut-être avoir ce genre d'informations. Parce qu'effectivement, vous comprenez un peu, là, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir vendre l'idée. Pour nous, technologues, techniciens, on est vendu à l'idée, c'est sûr, mais on voit la corrélation, mais du point de vue budgétaire, du point de vue coût-bénéfice, à un moment donné, il faut montrer les chiffres, je pense. En tout cas, ça serait intéressant de pouvoir faire la corrélation, possiblement à une certaine échelle. Hein. Souvent, c'est vraiment, comme vous l'avez expliqué, par quartier, par secteur du centre-ville, etc. Mais souvent, on se bute à, par exemple, à des demandes de construction de projets qui doivent avoir du stationnement, mais on leur dit non, il faut le limiter, mais comment vous voulez que les gens se rendent? Il n'y a pas de service de transport en commun. Donc, c'est vraiment, je pense, l'élément central de comment est-ce qu'on redirige les finances ou les revenus vers un transport collectif qui soit efficace. Et donc, d'où la limitation de stationnement devient plus évidente. Effectivement. Puis, compléterait même aussi avec un réseau vélo qui peut être très utile aussi pour la plupart des déplacements Effectivement. de courte distance. Oui. Transport collectif, effectivement, exactement. Oui. Merci. Peut-être que, je ne sais pas, Blaise Rémillard, est-ce que c'était une réponse à apporter? Oui, exactement. Bonjour, moi c'est Blaise Rémillard, je suis un collègue de Romain Coste. Puis pour compléter là, sur les questions d'études de coûts, on est en train de faire un certain travail là-dessus, mais il y a déjà des publications récentes de Todd Littman du Victoria Transport Policy Institute qui parle de ces questions-là et puis qui montre donc comment chiffrer le coût du stationnement, le coût d'opportunité aussi qui est grand pour les municipalités là, en termes de taxes foncières parce que, bon, on sait qu'un bâtiment va rapporter beaucoup plus de taxes foncières généralement qu'un stationnement. Donc, tout ça est détaillé, là, si vous allez voir sur le Victoria Transport Policy Institute dans les dernières deux études qui ont paru là, parlent beaucoup de ça. Et puis, sinon, ben, on peut aussi aller regarder du côté de la taxation des stationnements là, pour financer le transport collectif. À Montréal, il y a une taxe sur le stationnement au centre-ville qui rapporte environ 20 millions de dollars par année qui va financer le transport collectif, puis qui peut être aussi une bonne façon là, à la fois stimuler l'intérêt des propriétaires pour reconvertir leurs espaces de stationnement et appuyer les municipalités là, dans le grand défi du financement des transports collectifs. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Oui. Merci. Merci pour les précisions. Il y avait Chantal Lannoy. Vous pouvez ouvrir votre micro. Attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, bravo. Chantal Lannoy de la ville de Gatineau. Je suis une collègue de Roberto qui vient de poser la question. C'est drôle qu'on se retrouve dans une plateforme de Montréal-Laval. Mais moi, je suis chef à la réglementation. Puis d'ailleurs, je vais aller me faire un plaisir d'aller remplir votre formulaire en ligne pour vous mettre en valeur les bons coups qu'on peut faire. Mais là, j'ai une question bien plate parce que la réglementation, c'est toujours un peu dans concrètement, comment qu'on peut faire arriver des intentions auxquelles on croit tous, là, tout ce que vous avez présenté, les guides, tout ça. Alors, concrètement, dans l'application d'un règlement, comment un technicien en architecture, là, souvent en urbanisme, comment un technicien pourra calculer le pourcentage de canopée sur un plan pour confirmer que le projet déposé est conforme à la réglementation?
Donc, dans le cadre de la couverture par la canopée dans un stationnement? Bien, dans les exemples que vous avez donnés, tout ça, là, les 15 principes, le mot canopée est revenu et vous avez parlé de pourcentage. Donc, le jour où on met je pense que nous, on a intégré 40 des standards. Il y a certaines villes aussi qui l'ont fait. Donc, effectivement, on suit les guides de bonne pratique. On met un pourcentage noir et blanc dans un règlement. Dans notre cas, c'est le règlement de zonage. Maintenant, comment on l'applique? Comment qu'on peut juger, mesurer? Je vous dirai mon opinion personnelle après, mais là, je ne peux pas vous donner la réponse. Pas de problème. Pour réaliser ce calcul, c'est sûr que ça va demander, comme vous savez, de fournir les plans vraiment de l'aménagement paysager, du stationnement, ou avoir les dimensions des différents espaces verts, des cases, etc. On va les localiser sur le plan. Donc, c'est sûr qu'il doit être fait, en général, et validé par un architecte paysagiste. Puis, pour chaque arbre, on va indiquer le type d'arbre qui va être planté à tel endroit. Puis, on va représenter sa canopée attendue à maturité. Là, on sait avec chaque essence d'arbre à peu près quelle canopée c'est censé atteindre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une science exacte. Mais donc, on va indiquer le cercle en fait, que va représenter la couverture des canopées quand l'arbre arrivera à maturité, selon le type d'arbre qu'on a planté. Puis ensuite, on va pouvoir regarder justement sur le plan aux dimensions, aux bonnes dimensions, à l'échelle, quelle surface des cases de stationnement ça va recouvrir. Donc, on va prendre la surface totale de nos cases de stationnement et on va regarder quel pourcentage de ces cases de stationnement vont être couvertes par la canopée attendue sur le plan à maturité. Et d'où l'importance aussi, quand on a ce genre d'éléments qu'on intègre, la canopée des arbres, de s'assurer que les réglementations aussi suivent. Donc, c'était justement un peu la catégorie d'après, qu'on ait des bons standards aussi pour l'aménagement au sol de ces espaces-là. Donc, s'assurer qu'ils soient en fosse continue, qu'on ait assez d'espace, de volume pour les arbres, etc. Parce que sinon, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'un et l'autre vont ensemble si on veut s'assurer que l'arbre va atteindre ou presque sa canopée à maturité. Bien, merci beaucoup de la réponse, définitivement. J'ai retenu qu'il faut un architecte du paysage aussi, donc un professionnel de plus d'impliqué dans le projet. Il est bien certain que, là, je vous ai posé une question extrêmement pointue, mais c'est accompagné de toute autre bonne pratique. Donc, effectivement, qu'il y ait effectivement des îlots de verdure, de l'espace suffisant, etc., etc. Mais ça vient confirmer le fait que nous, on va juste prendre le document de l'architecte, puis on va mettre ça au dossier, puis on va espérer que ça se réalise tel que promis. Évidemment, ça, c'est tous des enjeux de suivi là, qui appartient aussi à chaque municipalité. Mais si vous me permettez juste un petit commentaire bien personnel, c'est que les pourcentages de canopée, c'est des outils, selon moi, d'objectifs, de se donner des objectifs. Puis d'ailleurs, on a dans notre région une belle étude qui dit les pourcentages de canopée dans chaque quartier. Fait idéalement, on pourrait arriver à adapter la réglementation selon le diagnostic, comme il y a des milieux qui sont vraiment pauvres. Puis c'est à ce moment-là, c'est là qu'il faut agir. Donc, ce n'est pas uniforme à toute la ville non plus, mais moi, j'ai toujours perçu cet outil-là de canopée comme pour faire un portrait. Donc, un diagnostic, un objectif, une cible, mais que finalement, dans l'application du règlement, puis surtout, là, vous m'avez parlé d'un arbre à la limite. Moi, je ne suis pas ingénieur forestier ni biologiste ou quoi que ce soit, mais la canopée, c'est un résultat d'un ensemble d'arbres. Fait que ça, c'est comme si on ramenait à un seul arbre le calcul de sa couronne, de sa portée, mais c'est le cumul qui fait effectivement la canopée. Mais à mes yeux, ça reste un objectif. Donc, je ne sais pas, dans les documents que vous véhiculez, c'est que par la suite, les élus veulent voir le mot canopée dans les règlements. Mais selon moi, c'est un objectif et non une règle. Là, je suis trop technique, j'arrête ça là maintenant. J'arrête, je laisse la place aux autres, mais c'est ça, c'est mon expérience que je voulais partager. J'espère que c'est utile. Merci. Oui, merci beaucoup. Puis, si vous voulez, ça me fera plaisir
qu'on continue la conversation entre nous une autre fois si vous voulez, parce que c'est des éléments très intéressants. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait Alicia Lacasse-Brunet. Je vais... Hop, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, fantastique, c'est comme ça fonctionne. Ben, je pense que c'est un regroupement Gatineau avec vous aujourd'hui. Allô tout le monde. Moi, j'arrive avec un autre bagage parce que je suis élue à la ville de Gatineau. Puis là, on va parler du budget bientôt, puis comment on est capable de aider là, à reflouer les coffres de la ville pour qu'on puisse après ça avoir plus de projets de verdissement et être capable d'investir plus dans le transport en commun et tout. Puis c'est toutes des préoccupations qu'on a. Puis toutes les formations que vous avez données aujourd'hui, c'était bon. Puis je me demandais, on a là l'appareil municipal, là, puis tout le monde, je pense que a hâte de voir c'est quoi qu'on va pouvoir faire avec la taxation pour les stationnements. J'ai hâte de voir le débat qui va être autour de la table cette année. En ce moment, ce qui nous est présenté, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez bien la démographie de Gatineau, là, on est très, très, très large avec des concentrations différentes d'est en ouest. Puis, la taxation pour les stationnements semble être principalement fixée pour le centre-ville où est-ce qu'il y a des stationnements payants. Moi, je suis beaucoup plus à l'est dans le district que je représente, puis proche de chez nous, c'est beaucoup de stationnements, mais des stationnements de droits acquis, des stationnements de centres commerciaux avec des immenses îlots de chaleur qui génèrent parce que dans le temps, il n'y avait pas encore la réglementation plus serrée qui est en place présentement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour venir aider à rebâtir ou déminéraliser ou faire quelque chose pour les cases de stationnement excédentaires au règlement actuel? Donc, c'est un peu ça. C'est-tu des choses qui ont été faites chez vous, qui a été pensé ou c'est-tu utopique de se dire un stationnement qui n'est pas nécessairement payant, qui est un droit acquis, qui le centre commercial, par exemple, là, ou le Smart Center, il paye ses taxes pour ses cases de stationnement excédentaires. Là. Mais à mon savoir, je pense que ce n'est pas nécessairement une augmentation de taxes pour tout ce qui déroge au règlement. Mais y a-t-il quelque chose à faire? Avez-vous déjà pensé à cette problématique-là du déjà construit? Les nouveaux règlements sont vraiment pour les nouvelles constructions. Dans mon coin, c'est plutôt des choses qui sont déjà construites. Les infrastructures sont pas mal bien en place. Puis là, c'est à place de venir déboiser puis venir renflouer un milieu humide pour pouvoir bâtir plus, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse occuper les places de stationnement excédentaires sur le territoire puis remettre ça pour aider le transport en commun qui est un peu plus difficile dans ce bout-là. Je ne sais pas si ça vous apporte des éléments de réponse pour moi. Oui, bien sûr. Déjà, je pense que non, ce n'est pas utopique, mais je pense qu'il commence à y avoir un mouvement à ce niveau-là, puis parler justement un peu des gros stationnements de centres d'achat et ce genre de choses. On voit certains qui commencent à se renouveler petit à petit, puis j'ai l'exemple de la place Fleur de Lys à Québec qui me vient en tête, qui a beaucoup de stationnement, puis qui est en pleine justement transformation d'une bonne partie de ces espaces de stationnement extérieur et de redéveloppement. Donc, je pense qu'on est vraiment au début de cette transformation-là. Au niveau des droits acquis, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement développé, mais qu'on veut vraiment traiter dans la prochaine phase justement du travail que je vous ai présenté aujourd'hui. Parce que oui, effectivement, la plupart des réglementations qui sont présentées là, effectivement, vont s'appliquer assez facilement à des nouveaux projets, mais on n'est pas dans la même dimension pour les projets existants. Il y a quand même l'intérêt, je pense qu'il faut souligner, avec les exemples que je vous ai présentés, que oui, il y a l'enjeu de l'existant, mais qu'il ne faut pas non plus attendre pour aller vers ce genre de nouvelles pratiques qu'on a vues ensemble aujourd'hui, parce que tout le nouveau bâti qui arrive aussi, chaque projet fait actuellement sans ces réglementations est un projet un peu perdu de faire mieux. Puis pour les droits acquis, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut traiter assez rapidement pour
parler un petit peu de la phase suivante qu'on aimerait faire. Le but de la plateforme qu'on a là, c'est vraiment qu'on puisse l'améliorer en continu, d'une part d'avoir plus de représentativité dans les municipalités au Québec, des différents contextes, mais aussi ce genre d'éléments. Donc, si vous avez des sujets comme ça, que ce soit les droits acquis ou d'autres thématiques, n'hésitez pas à les indiquer dans le formulaire du site web parce que c'est sûr que je pense que ce genre de choses va revenir puis va être prioritaire dans les sujets qu'on va traiter. Mais de ce que je vois un petit peu des droits acquis, oui, il y a un gros travail à faire. Je sais que quelques arrondissements à Montréal regardent aussi un petit peu à ce niveau-là. C'est sûr que c'est très différent selon les arrondissements, mais des fois, on voit la notion, je pense à l'arrondissement d'Anjou, on a vraiment intégré la notion de réfection du stationnement dans la réglementation, puis dire que quand il y a une réfection du stationnement, qu'il faut se conformer aux nouvelles réglementations. Saint-Laurent aussi explore un petit peu ça. C'est plus des petits points comme ça que je peux donner seulement pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer par la suite. Mais à Saint-Laurent, dans certains gros projets de transformation ou quoi, les cases qui sont excédentaires par rapport aux nouvelles réglementations doivent être retirées et verdies. Donc, il y a quelques réglementations comme ça qui commencent à explorer. Donc, malheureusement, je ne suis pas capable de creuser plus sur des exemples ou quoi, mais c'est définitivement un sujet sur lequel on va se pencher dans les prochains mois. Super, parce que là, ça arrive parfois au conseil qu'on voit un projet, puis là, ils ne sont pas encore, il a été déposé un peu de mois avant que la réglementation soit active. Donc, il y a encore la passe droit de ne pas avoir à se soumettre à la nouvelle réglementation qui est beaucoup mieux encadrante au niveau des meilleures pratiques. Je trouve que au niveau de la réglementation, elle est très, très bien pensée. Là, il y a possiblement encore des ajustements qui peuvent être faits, là, mais on s'en va dans une très, très bonne direction. Puis les nouveaux projets, ils ont beaucoup plus de cadres là, pour pouvoir accommoder qu'est-ce qu'on souhaite comme verdissement et autres. C'est sûr qu'il y a toujours du plus qu'on peut ajouter, mais là, c'est la disparité puis le besoin après ça de défraîchir ou de reculer la zone agricole pour continuer à bâtir à place de retourner sur les endroits où est-ce que c'est tout minéralisé. C'est ça je sais pas, mon dada là, présentement, c'est de voir comment on est capable de penser à faire quelque chose. Puis de là, la raison que je me présente dans des webinaires comme le vôtre aujourd'hui pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà des pistes de solutions. Mais merci beaucoup de m'avoir aidé là-dedans. Ben, merci à vous. Puis si vous voulez, pareil, un autre moment pour en parler aussi, puis explorer un peu des pistes, puis peut-être aller chercher des solutions ensemble. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question de Wassi Aboudou Alao. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. En fait, merci pour la présentation. Ma question elle est toute simple. Comment on n'est pas passé pour un anti-voiture avec tout ce qui est contenu dans cette présentation? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. La question est de savoir comment, dans l'application, dans le guide, enfin, dans le changement de toute la réglementation, n'est pas passé, ne pas voir les agents municipaux comme des anti-voitures carrément. Ah, non, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait passer ce message. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, puis personne est visé en disant qu'il y a des anti-voitures ou quoi. Là, on amène plus des pistes de réflexion, puis tout le monde est le bienvenu dans ces réflexions-là. Je ne sais pas si ça répondait aux commentaires. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que Chantal Lannoy, vous aviez une autre question ou c'était
ancienne main levée. Non, je pense que c'était une ancienne main levée. Geneviève Dubuc, vous avez la parole si vous souhaitez. Oui, bonjour. Donc, Geneviève Dubuc de la ville de Saint-Sauveur en tant qu'élue. Donc, en fait, c'est un petit peu pour faire du pouce et re-questionner, est-ce que par rapport à la canopée, le 40 qui avait été discuté là, en question un petit peu plus tôt, est-ce que vous savez s'il y a déjà eu un guide pour savoir justement le rayon de, en guillemets, canopée ou plutôt la cime, effectivement, de chacun des arbres avec son potentiel? Est-ce qu'il y a déjà eu une étude à ce niveau-là pour aider à faciliter la vie à tout ce qui est au niveau des techniciens ou inspecteurs en urbanisme? Parce que c'est sûr que si on se fie seulement à un architecte paysagiste pour avoir des peut-être grandes différences entre ces cimes-là. Donc, je veux savoir s'il y avait peut-être un document connu par quelqu'un à ce niveau-là pour aider là, au niveau de l'application. Je pourrais rechercher ça. Je sais qu'à Montréal, certains arrondissements où on fait parfois certains documents qui listaient justement différents types d'arbres par rapport à leur canopée, petite, moyenne, grande canopée, les dimensions qu'ils allaient atteindre, puis les endroits pour lesquels ils étaient un minimum adaptés pour la plantation. Donc ça, je pense que certains arrondissements à Montréal en ont. Après, au niveau du 40% aussi, je suis sûr qu'on cherche à avoir du moyen et grand déploiement pour pouvoir atteindre le plus possible ce 40%. Donc après, ça peut être de différentes essences, puis il doit sûrement y avoir des guides, mais le 40% est vraiment fait pour s'assurer qu'on ait un minimum d'efficacité au niveau de l'effet d'îlot de chaleur. Donc, un guide comme ça, je n'ai pas forcément en tête qui regrouperait tout, puis peut-être que c'est quelque chose d'intéressant effectivement à faire, peut-être comme outil si ça peut aider. Mais peut-être que je pourrais retrouver certains arrondissements qui avaient fait un petit peu cet exercice-là ou au moins débuté pour certains types d'arbres. Je pense que ce serait intéressant de voir quelle analyse, pourquoi, 40%, d'où ça sort plus exactement et comment on fait l'analyse et comment c'est appliqué. Je pense que ça intéresse beaucoup de villes, mais comme nous, des fois, le service de l'urbanisme, sont réfractaires parce que justement, c'est pas quelque chose d'évident nécessairement à mettre en place et bien faire appliquer. 40%, oui, je sais que c'est un chiffre, mais en même temps, ça peut aller de 20 à peut-être 50, 60, dépendant au final la canopée. Je me posais même la question, avant qu'un arbre devienne mature, ça peut prendre 30, 40, 50 ans, tout dépendant aussi de l'entretien qui a été fait au niveau des branches, ainsi de suite. Donc, je comprends que ça donne une idée, mais on dirait qu'il manque, de chair autour de l'os, on dirait, pour bien baliser le tout. C'est pour ça que je recherchais ces informations-là. Je pourrais vous faire parvenir ce que j'ai sur ces éléments-là. Il n'y a aucun problème. Parfait. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Oui, Blaise, vous voulez ajouter quelque chose? Encore moi, le collègue qui veut s'intégrer dans la conversation. C'était pour répondre un peu à l'intervention d'avant, comment ne pas être taxé d'anti-voiture. Je pense que ça peut vite aller là, quand il est question de diminuer un peu l'espace de stationnement. Et puis, justement, dans le cadre des rendez-vous de la mobilité durable qu'on organise présentement au Conseil régional de l'environnement de Montréal et
il y en a ailleurs au Québec. On a fait un webinaire avec l'organisme Rue Principale le 20 septembre dernier. Vous allez pouvoir retrouver ça sur notre chaîne YouTube du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Sur réduire la place de stationnement sur les rues commerciales. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que Rue Principale travaille avec des très petites municipalités où il y a généralement pas d'autres options que la voiture. Ils étaient capables, en faisant une bonne analyse des rues sur lesquelles ils travaillaient, de voir qu'il y avait généralement un excès de stationnement. Donc, on était capable, en reconfigurant, en mettant de la meilleure information, de mieux aménager puis de mieux distribuer le stationnement pour faire de la place à d'autres usages. Donc ça, c'est déjà une partie de réponse qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre nécessairement là, le tramway, le train volant ou autres grands investissements. Des fois, c'est juste de mieux penser nos espaces pour dégager de l'espace à d'autres usages. L'autre élément de réponse, je pense que ce qui est ressorti de nos travaux puis nos consultations en matière de stationnement, je pense que l'enjeu de la sécurité est... donc, il ne s'agit pas d'être anti-voiture, mais on veut raménager les choses parce qu'on est pour des améliorations. Et celle qui vibre le plus, généralement, c'est l'amélioration de la sécurité des usagers, des enfants, des personnes vulnérables. Et donc là, il y a un certain levier au niveau des communications, là, avec lesquels il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Puis également, je pense que de se positionner donc en faveur de aussi la vitalité des collectivités va aider là, donc l'exemple de rue principale et puis de réaménagement d'artères commerciales, par exemple. Donc, d'améliorer la qualité de l'expérience d'achat, la qualité de l'expérience de tourisme, là, dépendamment, on s'adresse à différentes municipalités. Bien, ça peut fédérer les gens puis amener une ouverture là, à considérer des bonifications d'un milieu qui se font en dérangeant certaines occupations là, dédiées à la voiture. C'était mes éléments de réponse là-dessus. Merci, Blaise. On va prendre une dernière question de Yann Vergriet. Le micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. En fait, c'était deux petits commentaires rapides, plus que questions. D'abord, juste le côté anti-voiture. Je pense qu'il est temps qu'on soit tous anti-voiture. Hein. Il va falloir s'adapter au changement climatique et donc il ne faut pas avoir honte et le cacher. Je pense que c'est un objectif qu'il va falloir brandir fièrement quelque part. Par ailleurs, pour la question de la canopée, je voulais juste vous mentionner que bon, si on n'a pas encore nécessairement tous les outils nécessaires, mais il y avait un ouvrage qui donnait au moins une piste. C'était le guide répertoire des arbres et arbustes ornementaux du Québec, qui était fait par Hydro-Québec, qui est peut-être plus très diffusé maintenant, mais qui donne au minimum la distance qui est théoriquement donnée par rapport au fil électrique. Et donc, ça nous donne une idée du rayon de l'arbre que ça va donner et donc de la circonférence qu'il peut avoir. Donc, on peut s'en servir pour se donner quand même une idée. Et puis également, effectivement, de mentionner que les architectes paysagistes, c'est super bien, mais effectivement, leur formation est aussi relativement limitée par rapport à ce qui est de la biologie et la végétation et tout. Donc, c'est bien d'avoir une certaine expertise à l'interne aussi pour être en mesure, effectivement, de juger de la pertinence des plans, etc. Mais sinon, bravo et merci pour toutes vos interventions et ces beaux éléments qui nous inspirent. Merci beaucoup. Et je pense que ça clôture bien le webinaire. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, comme je disais, c'est un travail qui est progressif, puis qu'on va pouvoir nourrir et avec vous. Donc, je vous invite à visiter réglementaction.com, à nous partager
tous vos bons coups, vos enjeux sur le formulaire pour qu'on puisse continuer ce travail aussi avec vous. Puis je vous souhaite une très belle journée. Encore merci. Puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou commentaires. Merci beaucoup à tous et à tous et bonne journée.